8h52, Lydia Guirousse nous a retrouvés pour les grands débats du matin. Oui, Éric Revel aussi Éric dans Revel un instant et vos appels. Lydia Guirousse, c'est vrai que l'inflation, la hausse des prix, qui a été évidemment au cœur de cette campagne, qui n'avait pas été peut-être abordée dans un premier temps, devient visiblement de plus en plus problématique avec une inflation qui est galopante, avec des prix et une grande incertitude sur beaucoup de choses. Est-ce que les politiques en ont suffisamment pris conscience ces derniers mois, selon vous? Je suis pas certaine. Et d'autant plus qu'ils ont assez peu la main en fait sur l'hausse des prix, parce que c'est une conjoncture internationale. Il y a effectivement la guerre en Ukraine qui est le grenier du monde et surtout de l'Europe. Et puis il y a eu précédemment les différentes difficultés sur l'énergie, liées aussi à différentes crises. Donc il y a des choses qui ont été mises en place pour essayer de limiter cette hausse, mais je crois que tout ça c'est des pansements et on ne va pas arriver dans l'immédiat à réduire cette inflation qui est généralisée et qui ne touche pas que la France. Et c'est vrai que quand on fait ces courses, on voit très bien que aujourd'hui le ticket de caisse et ce qu'on paye à la fin, c'est quand même, il y a une sacrée différence par rapport à ce qu'on payait il y a encore 6 mois. Et malheureusement, il semble, d'après ce que disent certains experts, que ça va être de pire en pire, et ça touche les produits alimentaires, les produits de première nécessité. Effectivement, même les 18 centimes que le gouvernement a mis en place pour réduire l'augmentation à la pompe, on le remarque à peine. Les prix sont toujours très élevés. Bien sûr, d'autant que les prix augmentent encore de l'essence avec le diesel. Alors il y en a de moins en moins, mais quand même qui est aux environs et qui flirte avec les 2 euros en ce moment, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de retrouver aussi un peu de souveraineté alimentaire, de réussir à reproduire aussi en France et d'avoir une certaine indépendance pour être moins, je dirais, parce qu'il y a, vous ne pouvez pas tout produire non plus. Et puis même si vous si vous produisez effectivement en France, bien souvent le coût de production est supérieur, quoi. Peut être supérieur dans certains domaines, quoi. En tout cas, dans l'alimentation, on peut faire des choses, on peut progresser dans l'alimentation et il y a des alternatives. Mais c'est vrai que ça va être le sujet important des mois et des années à venir, et on n'en a pas suffisamment parlé. Je crois que Marine Le Pen en a beaucoup, elle parlait pendant cette élection, les autres étaient sur d'autres sujets. Parce qu'elle se rendait compte que évidemment c'est là où il y avait un fossé entre deux France, quoi. Exactement. Une France qui malgré les hausses des prix réussit à s'en sortir, quoi. Évidemment ça a un impact mais qui est beaucoup plus limité, et une autre qui n'arrive pas, qui est allée là, on le voyait avec ces témoignages du Crédit Municipal à Toulouse, qui est obligé d'aller mettre des objets effectivement et ça c'est vraiment le signe qu'on est dans une détresse sociale extrêmement importante, une grande précarité, quand on va apporter les bijoux de sa grand-mère, des meubles de famille contre un petit peu d'argent liquide pour pouvoir finir les fins de mois et donner à manger à ses enfants, ou en hiver pouvoir se chauffer. C'est qu'il y a vraiment, quand on revient au prêt comme ça, c'est qu'il y a vraiment un sujet de grande détresse sociale dans le pays, et là il va falloir le prendre à bras le corps, et pas seulement avec des pansements, mais avec de vraies réformes. Et c'est là où on a envie de dire que finalement le système social français est précieux, parce qu'il permet d'apporter je dirais des freins et des filets pour que tout le monde ne bascule pas non plus dans c'est bien de le redire aussi, c'est très bien de le redire. C'est clair. Allez, on va poursuivre dans un instant les grands débats avec Éric Revel qui sera avec nous, et on reviendra sur ce discours d'Emmanuel Macron hier, qui veut revoir un petit peu les traités notamment. Alors jusqu'à présent il y avait des votes pour certains sujets à l'unanimité. Il voudrait que ce soit revu. D'ailleurs la France Insoumise dit finalement vous nous rejoignez quelque part, quoi. Il y avait une forme de désobéissance. Comme nous. Oui. Ça c'est le premier point. Deuxième sujet aussi qui agite en fait beaucoup ce matin. Bien sûr on l'a abordé avec Adrien Quatennens. C'est Taha Bouaf qui devait être candidat pour la France Insoumise à Vénissieux. Il renonce et il dit qu'il a été stigmatisé, victime d'attaques. Nous en parlerons tout à l'heure. Je sens que ça vous émeut pas énormément, Lydia. Vous voulez réagir en fait à ce sujet 0826 300 300.
Est-ce qu'il a été victime d'attaques? Est-ce qu'il ne devait pas être candidat? Est-ce que la France insoumise aussi doit peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, si je puis dire, par rapport à certaines candidatures? 0826 300 300. Et puis il y a cette affaire aussi du Burkini, avec une association qui est derrière, qui développe et évidemment qui a des accents communautaristes pour appuyer cette affaire du Burkini, qui est dans à la piscine municipale de Grenoble, et le conseil municipal de Grenoble qui doit se prononcer lundi prochain. Vous voulez réagir? 0826 300 300. C'est de radio, 8h58. Allez, avant d'ouvrir nos grands débats du matin avec Lydia Guirius et vos appels au 0826 300 300, c'est l'heure de retrouver Revel en campagne avec, bien sûr, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Éric. La campagne continue, hein, elle repart. Voilà, c'est ça. Ça continue encore et encore. N'en finit pas. Alors, il y a eu un certain Emmanuel Macron hier, donc pour un discours, puisque c'était la journée de l'Europe, et à cette occasion, il était au Parlement de Strasbourg. On va l'écouter, Emmanuel Macron, en fait, maintenant, quand il a lancé cette idée, hein, c'est ça, en fait, de révision du traité européen. Dès les prochaines semaines, nous aurons à définir les préalables, construire aussi l'accord de tous et tous. Et je suis, je vous le dis, favorable à cette réforme institutionnelle, et je souhaiterais que nous en discutions avec l'audace et la liberté nécessaires dès le Conseil européen du mois de juin. Ceci supposera d'avancer pour plus de simplicité. Nous connaissons la voie, c'est-à-dire avancer en continuant de généraliser le vote à la majorité qualifiée dans nos décisions pour nos principales politiques publiques. Bon, voilà. Et puis il a même ajouté, Emmanuel Macron, c'est un peu comme une réunion de copropriétaires. Hein. Grosso modo, on peut pas tous être d'accord, sinon on ne fait jamais les travaux. Hein. Voilà, c'est ça. Deux discours. Donc il y a celui d'Emmanuel Macron, l'autre d'Ursula von der Leyen. Aussi, oui. Les deux qui veulent faire progresser à pas de géant la construction européenne à leur sauce. Hein. Donc l'Europe fédérale. Oui, l'Europe fédérale accélère le pas. Alors là, c'est clair, net et précis. Hein. Sitôt investi pour un second mandat le 7 mai dernier, Macron donc était à Strasbourg hier, hein, devant le Parlement européen, pour un discours. Alors moi j'appelle ça une ode à l'Europe fédérale. Ode à l'Europe fédérale. Parce que lui qui avait vanté, vous vous en souvenez, je reprends ces termes, hein, le cœur qui bat de ce vieux peuple enraciné lors de son discours d'investiture à l'Élysée, lui qui avait câliné les Français en leur rappelant leur roman national le 7 mai, lui qui pendant sa courte campagne n'avait abordé la question européenne que pour dire quel était l'avenir de la France. Voilà Emmanuel Macron, président de la République française, qui, sans en avoir parlé au peuple, annonce donc, vous venez de l'entendre, qu'il veut modifier les traités européens et faciliter les décisions à la majorité qualifiée. Oui, il est même question, et la présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron aussi, abolir le vote à l'unanimité, qui est une source de contrainte, mais aussi d'inquiétude pour la souveraineté des États. Oui, c'est juste. Ursula von der Leyen, l'ultra-fédérale présidente de la Commission européenne, dans le même unanimisme, a expliqué hier également qu'elle voulait donc supprimer le vote à l'unanimité dans certains domaines pour avancer plus vite. Pour avancer plus vite. Plus vite, serait-on tenté de dire, vers la disparition, il faut le dire, des États-nations au profit d'un magma plus européiste. Car la disparition du vote à l'unanimité, Patrick, concerne les décisions les plus importantes en Europe. Ça concerne l'élargissement, la justice, la politique étrangère, la défense. Donc si une simple majorité qualifiée défendue par Emmanuel Macron et von der Leyen peut décider pour les 27 États membres, ça veut dire que des décisions définitives qui engagent la souveraineté des États seront prises, non plus à l'unanimité, mais avec une simple majorité de 55% des États membres. Oui, alors il est vrai aussi que l'histoire européenne a montré qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes et d'obstacles à cause de ce vote à l'unanimité, quoi. Oui. Vous allez me dire qu'il y a eu tant de blocages, d'obstacles dans la construction européenne, que la fin du vote à l'unanimité, la révision des traités permettrait de donner à l'Europe une puissance politique face au bloc chinois, au bloc américain. Vous allez me dire aussi que l'Europe s'est toujours construite avec des crises et que celle de la Covid ou que celle de la guerre en Ukraine permettent justement d'en tirer toutes les conclusions institutionnelles en matière de santé et en matière de défense, par exemple. Mais les peuples n'ont pas été consultés. Avec l'annonce de la fin des États-nations, ce sont les peuples que l'on veut faire disparaître aussi. On peut se poser la question. Hier, quand même, il faut le dire, parce que c'est passé sous les radars, mais 13 États
sur 27 ont d'ores et déjà exprimé leur opposition à cette fulgurance de l'Europe fédérale voulue par Emmanuel Macron et Van der Leyen. Certains vous diront que c'est un clin d'œil à la France insoumise et aux futures élections législatives, mais on voit bien le sens de l'histoire que veut mettre en place Emmanuel Macron, c'est celui d'une Europe beaucoup plus fédérale, avec la disparition des États-nations. Bon, grosso modo, on revoit l'Europe, quoi, et on la met un peu à notre sauce, non ? C'est un peu ça, de la part d'Emmanuel Macron et tout, parce que ça bloque avec l'unanimité. Non, mais il faut dire schématiquement les choses. Hein, c'est ça, on la remet un peu à notre sauce pour accélérer. Il y aura des des pays qui suivront et d'autres qui ne suivront pas, quoi. Éric Revel. Oui, enfin, l'unanimité, ça bloquait la construction européenne. Ah, oui. Non, mais c'est indéniable. Mais pourquoi est-ce que l'unanimité, c'est le vote actuellement sur des dossiers aussi forts que la défense, par exemple, ou la fiscalité, ou l'élargissement? Mais parce que avant que l'Europe décide, par exemple, d'entrer en conflit, puisqu'on parle beaucoup de conflit en ce moment, il faut que tous les pays soient d'accord. Si demain vous avez un vote simplement à la majorité qualifiée, ça voudra dire que 55% des 27 États, qui représentent 65% de la population, pourront décider pour d'autres États d'entrer en conflit, ou de ne pas entrer en conflit, d'élargir ou de ne pas élargir, d'avoir une politique de santé avec des intérêts qui leur sont propres. Donc c'est un vrai sujet. Je ne dis pas que c'est simple à trancher. Ah non, je dis simplement que... Non, mais on a l'impression que finalement, Van der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, et qui n'est élue par personne. Voilà, c'est ça. Se dit. Alors c'est pas qu'elle, puisque c'est le Parlement aussi qui est derrière cette proposition quand même. Hein, il faut dire les choses. Et Emmanuel Macron lui-même, je crois, qui est très favorable. Hein, il l'a dit en fait hier. C'est-à-dire qu'ils se disent là on est bloqué avec cette Europe en fait à 27 où on n'arrive pas à prendre de décision parce qu'il y a le vote à l'unanimité. Donc on va aller plus vite. Du coup, oui, il y a un certain nombre de pays qui se disent ça va plus. Hein, c'est une des voies qui est explorée parce que c'est vrai que l'Union européenne, le reproche qui lui est fait, c'est d'être déconnecté, c'est d'être un espèce de mammouth bureaucratique qui ne bouge jamais, où les décisions ne se prennent pas. Alors peut-être que c'est une façon d'accélérer et de permettre d'aller vers des prises de décisions plus rapides et de décoincer un peu tout ça. Mais effectivement, Éric a raison, sur des domaines plus stratégiques comme la défense, ça va quand même remettre en question, voire même effacer une partie de notre souveraineté. Et là, c'est le vrai sujet. Il va falloir avoir un débat qui est assez profond, y compris en France, parce que comment ça, ce n'est pas faire tout ça. C'est une idée. Oui, mais si on va vers ça, à mon avis, on ne pourra pas se passer de solliciter l'avis des Français, le vote des Français sur ces questions. Un référendum. Éventuellement, mais on sait comment ça se termine. Sur les traités européens. C'est clair. 0826 300 300, on réagit. Il y a Jacques qui nous appelle de Marseille à ce sujet. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour, merci de m'accueillir sur Sud Radio. Oui. Ben, écoutez, moi, ça n'engage que moi, mais je pense que renforcer... que l'Ukraine intègre l'Europe, ça va la renforcer. Bon, ça va la renforcer, et à mon avis, c'est pas de nature à calmer Poutine, et je pense qu'il risque de vouloir monter en puissance. Ouais. Ça, vous parlez de l'autre idée qui est d'avoir une communauté européenne politique, hein, c'est ça, qui a été proposée par Emmanuel Macron hier, qui pourrait permettre d'accueillir l'Ukraine et même de faire revenir la Grande-Bretagne, quoi. Ouais. C'est ça, en fait, hein, Jacques. Ouais. Hein. C'est ce qui vous fait réagir. Mais l'Europe est anti-Poutine. Bon, c'est un secret pour personne. Donc, je pense que c'est anti-Poutine. Vous avez dit. Ah, anti-Poutine. L'Europe est anti-Poutine. C'est ça que vous avez dit. Allô. Oui, Jacques. Jacques, on vous a perdu. Ah, Jacques. Oui, Jacques. Oui. On n'avait pas compris. Oui, l'Europe est anti-Poutine. C'est ce que vous avez dit. Hein. Oui, bien sûr. Et donc. Mais je pense que ça va l'inciter à monter en puissance. Bon, moi, c'est pas ce que je vois. Alors, parmi tous ces politiques qui font semblant de regretter la guerre, vous êtes pas un gamin, vous savez très bien qu'il y en a qui souhaitent que la guerre continue. C'est-à-dire qui ? Les politiques. Parce que pendant qu'on parle de tout ça, de la guerre, de l'Ukraine, vous vous rappelez, François Hollande, il y a eu un attentat. Oui, alors on pleure sur les morts, mais quand il y a un attentat, on ne pense pas aux retraites, on ne pense pas au salaire, on ne pense pas... Ça fait une magnifique diversion. Oui,
Oui, alors c'est vrai, mais parce qu'on parle moins d'autres choses. Et par exemple, pendant la campagne électorale, on a moins parlé d'autres sujets. Après, il n'y a pas forcément une volonté délibérée, quoi. Bon, mais en tout cas, vous avez des réticences par rapport à cette autre idée, Éric Revel et Lydia Guirousse, cette autre idée de la communauté européenne. Jacques n'est pas politique. le seul, parce qu'à 91% de nos auditeurs qui votent depuis ce matin à cette question, justement, sur cette nouvelle communauté politique européenne, eux, ils sont archi contre. Et beaucoup s'interrogent notamment sur le retour ou pas du Royaume-Uni qui leur semble totalement infaisable ou impossible. Éric Revel et Lydia Guirousse sur cette idée. Sur la question de l'élargissement, d'abord, on sait que... c'est pas un élargissement. Si l'Ukraine adhère un jour à l'Union européenne, ça voudra dire qu'on a élargi l'Union européenne à un pays comme l'Ukraine. Ça veut dire qu'on l'intégrera. Oui, mais là, il ne s'agit pas de faire adhérer. C'est une façon de faire patienter l'Ukraine, parce qu'on sait que les négociations, prenez des pays comme la Grèce ou comme Malte ou la Tchéquie, ça a duré 15 ans, ça a duré 20 ans avant de pouvoir intégrer l'Union européenne. C'est une façon de les faire patienter, ces pays-là, tout en donnant un signal. Alors, je ne sais pas s'il est positif ou négatif pour Vladimir Poutine. En tout cas, c'est une sorte d'antichambre de l'intégration dans l'Union européenne que propose Emmanuel Macron avec ce comité politique. Bon, alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que sur la modification des traités ou la modification de la règle de l'unanimité, Emmanuel Macron s'appuie sur une espèce de consultation qui a été menée au niveau de l'Europe avec des citoyens européens pour leur demander leur avis. D'ailleurs, vous avez vu que quand il annonce ça devant le Parlement européen... Vous avez été consulté, vous, ici, autour de cette table? Non, mais quand il annonce ça devant le Parlement européen, les députés, globalement, applaudissent l'idée de réviser les traités. Parce qu'évidemment, quand vous êtes parlementaire européen ou quand vous êtes à la Commission de Bruxelles, vous avez envie d'avoir plus de pouvoir, mais ça pose, pardonnez-moi quand même, ça pose la question de la dilution des États-nations. Qu'on nous dise clairement que l'Europe sera fédérale ou ne sera pas, mais que les choses soient claires. Aujourd'hui, on voit bien que Emmanuel Macron, il donne des gages peut-être politiques à la France insoumise qui veut une révision des traités, il lui coupe un peu l'herbe sous le pied, mais on joue quand même, pardonnez-moi, avec de la dynamite politique. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait voter les Français sur des traités européens, qu'ils ont dit le contraire de ce que le pouvoir voulait penser, on leur a dit vous êtes trompés de vote, on les a fait revoter. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on passe un peu en force en disant la seule voie c'est l'Europe fédérale et l'Europe des nations va être dissoute. Oui, bon, on va voir parce que c'est pas tranché non plus, mais c'était une idée qui a été émise. Je pense qu'il fallait occuper un peu le terrain aussi. Je pense que ça, on peut attendre et on aura encore beaucoup de débats sur la question avant que ça voie le jour. Mais pour revenir sur la question de l'Ukraine, c'est une façon poliment de les faire patienter parce que en réalité, ils n'ont pas atteint le niveau pour avoir les critères pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. On peut pas s'élargir éternellement, même si la situation est dramatique pour les Ukrainiens. Mais la réalité, c'est que l'Ukraine est extrêmement corrompue. Il y a un problème au niveau des droits, au niveau de développement. Tout a été un peu bouleversé avec la guerre, mais bien sûr. C'est une façon de allez, dans un instant, Tahabouaf, est-ce que ça vous fait réagir? Finalement, il ne sera pas candidat. Il renonce, dit-il, victime d'attaques, d'injures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tahabouaf, donc, qui devait être candidat de la France insoumise à Vénissieux, où il y aura un candidat communiste. Et puis, il y a cette autre affaire qui irrite aussi beaucoup, certains en tout cas, autour du burkini dans les piscines municipales. Ce sera à Grenoble avec le conseil municipal qui doit se prononcer lundi. Et Lydia Guirousse nous parlait de cette interview accordée par Éric Piolle, qui fait beaucoup de bruit. On attend vos réactions et vos commentaires au 0826 300 300. On revient dans quelques instants de Radio 9h18. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, avant de retrouver nos débats du matin dans un petit quart d'heure, on reviendra sur le discours de Poutine hier. Comment a-t-il été perçu depuis l'Ukraine et Kiev? On posera notamment la question à Dimitro Tsistiak. Il est professeur à l'université de Kiev. Et puis on sera également avec le grand reporter Régis Le Sommier, qui revient d'ailleurs tout juste d'Ukraine. Mais on retrouve Lydia Guirousse, Éric Revel et vos appels au 0826 300 300 avec beaucoup de sujets autour de cette table. On commence par quoi, Patrick? Il y a évidemment ce qu'on évoquait
en fait tout à l'heure. Taha Bouaf qui a décidé donc de ne pas être candidat. Alors, aux législatives à Vénissieux, il a publié un communiqué ce matin en disant, voilà, je vais vous lire un petit extrait de ce qu'il a dit. Depuis plusieurs semaines, j'encaisse une tempête d'attaques sans précédent. Tous les jours, une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort, une nouvelle accusation. Je n'ai même pas eu l'autorisation de répondre, ne serait-ce que pour défendre ma dignité. Je crois bien avoir acquis la certitude qu'aux yeux de beaucoup, je n'ai pas le droit d'exister politiquement. Voilà ce qu'il dit, parce que, je rappelle le contexte, il voulait être candidat pour la France insoumise à Vénissieux. Sur place à Vénissieux, le candidat PC, soutenu par Fabien Roussel, lui voulait se maintenir. Bien sûr, Fabien Roussel d'ailleurs a critiqué aussi ce choix de la France insoumise de Taha Bouaf. Pourquoi ? Parce qu'il a été condamné pour injure raciale en qualifiant d'arabe de service la syndicaliste policière Linda Kebab. Alors évidemment, il fait appel, mais en attendant, il y avait eu cette condamnation. Lydia Guirousse. Oui, Taha Bouaf est dans le schéma classique, c'est-à-dire qu'après avoir insulté à peu près tous ceux qui défendent la France, la République, la laïcité, après lui-même avoir participé à du harcèlement numérique, voilà qu'il est à son tour, et je le regrette, la cible des mêmes méthodes, et donc il verse dans la victimisation. Donc on a envie de verser une petite larme pour le pauvre Taha. Donc tout ça est ironique dans ce que vous dites. On sent que la larme, vous la versez pas. Non, mais vraiment, je trouve que c'est assez pathétique son communiqué. Je trouve que c'était irresponsable de la part de Jean-Luc Mélenchon de l'investir aux législatives. Et alors, évidemment, ce choix était éminemment politique parce que c'était à Vénissieux. Il connaissait les positions de Taha Bouaf. Il savait qu'il allait chasser un certain vote communautaire. Il a été condamné pour des injures contre Linda Kebab. Une fois, il fait appel. Oui, donc, il fait appel, mais néanmoins, on peut retrouver très facilement l'ensemble de son œuvre sur les réseaux sociaux. Il avait dit que Charlie Hebdo était des pouilleux. Il en a fait tellement. Il était à l'origine de l'affaire Benalla. Il avait été à l'origine Benalla, aussi. C'est lui qui avait filmé la fameuse vidéo. Bien sûr, ça n'a rien à voir, oui. Non, mais ça, on passe. Mais au théâtre, je crois, avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui étaient au théâtre, et il appelait l'ensemble des militants à venir devant le théâtre. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est très particulier. C'est un candidat, Jean-Luc Mélenchon savait pertinemment qu'il y aurait toutes ces polémiques. Il l'a quand même soutenu. Il y a un message politique derrière, c'est celui d'aller chercher des voix communautaires et d'aller vers le clientélisme. Et imaginez un instant Taha Bouaf à l'Assemblée nationale comme député, mais c'est juste invraisemblable, c'est surréaliste. Ce sera le Alors ce que disait Adrien Quatennens, c'est qu'on bloque des gens issus de quartiers en fait populaires qui pourraient venir. Mais qu'il arrête. C'est ce qu'il dit. Attendez, je suis également issu de quartiers populaires. Je suis née en Algérie. Je viens d'un milieu extrêmement modeste. J'ai grandi à Roubaix. Pardon, on me bloque pas. Et souvent ceux qui ont tenté de me bloquer, qui m'ont harcelé et qui m'ont insulté et traîné dans la boue, c'était des gens comme Taha Bouaf. Donc qu'on arrête cette inversion de culpabilité, qu'on arrête cette victimisation avec des gens qui ont été des bourreaux il y a encore quelques temps. Je trouve que c'est. Pourquoi ? C'est-à-dire ? Mais attendez, c'est des bourreaux quand ils passent leur temps à insulter, à harceler des personnes qui ne font rien d'autre. Arabe de service, c'est extrêmement violent. Collabeur, c'est extrêmement violent. Et il a participé à tout ça. C'est irresponsable de la part de Jean-Luc Mélenchon de l'avoir soutenu et d'avoir pensé ne serait-ce qu'à l'investir. Oui. Éric Revel ? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tout est dit. C'est vrai que quand j'entends Quatennens qui ont fait une victime, il y a plein de façons de montrer que les banlieues peuvent avoir des porte-paroles plus dignes politiquement que ce monsieur. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que ça devenait tellement un sujet, tellement une cristallisation pour la France insoumise qu'ils l'ont débranché eux-mêmes, qu'ils lui ont demandé. Ils disent que c'est lui-même qui a. Bien sûr, mais ça prenait trop de place. Ouais. Mais en réalité, on peut pas avoir, me semble-t-il, une espèce de considération à géométrie variable. Quand quelqu'un est condamné, même s'il est en appel et qu'il se présente devant le suffrage et qu'il est condamné pour injure raciale, comment un parti politique peut continuer à soutenir
soutenir quelqu'un comme lui. Il y a des tas d'exemples. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient attaqué Éric Zemmour, qui était condamné bien aussi. Bien sûr. Mais après, c'est valable pour tout le monde. Il y a des tas d'exemples magnifiques dans les banlieues. Éric Zemmour a été candidat. Dans les banlieues, de gens qui pourraient se présenter pour tel ou tel parti et qui n'auraient pas de telle casserole au basque, pardon. Non mais tu as raison, Éric. Et moi je trouve que là-dedans, dans ce choix, il y a une forme de condescendance, voire une forme de petit racisme bon teint, parce que pour les quartiers, on va forcément mettre une personne qui est issue de l'immigration, assez caricaturale, qui a été condamnée même s'il fait appel, et on ne va jamais chercher... C'est du racisme ça pour vous? Pour moi oui, parce que dans les quartiers, il y a des personnes qui sont parfaitement intégrées, qui s'expriment extrêmement bien, qui n'ont pas ce type de pratique, qui ont fait des études et qui peuvent donner une meilleure image que cette image caricaturale que renvoie, et qui est nocive d'ailleurs, que renvoie un tel candidat. Lamia Arraj, qui est candidate pour le Parti Socialiste dans le 19e ou le 20e arrondissement de Paris, bien sûr, et qui est bloqué par un candidat de la France Insoumise, une candidate en l'occurrence Danielle Simonet. Et on peut être aussi issu de l'immigration et ne pas être uniquement candidat cantonné, être candidat dans les quartiers. C'est aussi ça, normalement, la République, l'intégration, l'assimilation, c'est ne pas mettre chacun dans des cases et les déterminer. Et je trouve que ce choix dit beaucoup de cette condescendance et de ce mépris d'une partie de la gauche à l'égard des quartiers. Oui. Toujours sur ce choix en fait de la France Insoumise, il y avait une question ce matin, Éric Revel, à Adrien Quatennens, en lui disant: est-ce que dans la circonscription en Corrèze, où François Hollande pourrait se présenter. Pour l'instant, il n'a pas fait acte officiel de candidature. Il y a un candidat de la France Insoumise. Hollande a dit c'est inélégant de mettre un candidat de cet accord avec le PS dans ma circonscription. C'est vrai qu'en lui posant la question, Adrien Quatennens, il dit voilà, on a un candidat, et puis que François Hollande se présente s'il le souhaite, quoi. Oui. Alors. François Hollande, l'ex-chef de l'État, est un politique suffisamment madré qu'il va évidemment éviter le double piège que je lui prédis s'il se présente. Le double piège, il est très simple. Il se présente dans une circonscription en Corrèze, c'est son territoire et c'est son territoire politique d'origine, comme ce fut le cas pour Jacques Chirac. S'il se présente et qu'en face de lui, il a un candidat de la France Insoumise, le risque qu'il prend, c'est terrible, c'est d'être battu. Donc ce piège-là, il va vouloir l'éviter, François Hollande. Maintenant, s'il se présente et que la France Insoumise retire son candidat, il y a un autre piège, c'est qu'il soit élu et que donc il intègre à l'Assemblée nationale la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et là, François Hollande qui il est bloqué là, François Hollande. Je pense qu'il est dans une situation compliquée. Donc je serais lui, je dirais assez rapidement que je ne suis pas candidat. Oui, parce que sinon... mais il a envie de revenir dans la vie politique. Oui, certes. Oui, il ne compte pas autant que Nicolas Sarkozy à côté d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on l'a vu à l'investiture à l'Élysée. Il y en a un avec lequel il parle beaucoup, c'est Sarkozy, et l'autre avec qui il ne parle pas trop et qui est tout seul, c'est François Hollande. Donc il a envie de revenir. D'autres ex-chefs de l'État l'avaient fait. Valéry Giscard d'Estaing en son temps, qui s'était représenté à l'Assemblée nationale. Mais là, vous voyez le piège. C'est que, alors, la seule façon de s'en sortir, c'est de dire je suis plus fort, je me présente, ils maintiennent leur candidat à la France Insoumise et je gagne. Et là, évidemment, j'en sors. Mais le double piège, il est quand même tendu, et je pense que si ce matin on en parle, François Hollande a dû déjà réfléchir au risque qu'il prend de tomber dans l'un ou dans l'autre des trappes. Pas simple pour lui, de Lydia Guérousse. Non, pas simple, effectivement. Vous êtes dans la tête de François Hollande, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Je sais pas. Merci Éric Revel, Lydia Guérousse, et vous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, on continue. Après le discours de Poutine, en fait, hier, alors certains redoutaient le pire dans les paroles, finalement. Il y a eu une forme d'apaisement, si je puis dire. Apaisement, je le mets tout ça, évidemment, entre guillemets, mais il a dit on peut encore éviter une guerre globale, quoi, bien sûr. Comment faut-il prendre ce discours de Vladimir Poutine? Nous serons avec Régis Sommier, l'ancien patron adjoint de Paris Match, qui sera avec nous dans un instant, grand reporter et qui a écrit énormément. Et puis quelqu'un sur place aussi. Dimitro Tsiak, oui, il vit à Kiev et il est prof là-bas à l'université. Et puis bien sûr, vous appelez au 0826 300 300. Dites-nous d'ailleurs si vous avez regardé ce défilé militaire hier à Moscou, et si vous avez écouté forcément ce discours de Poutine. Sud Radio, il est 9h31. 5h10, le grand matin Sud Radio.